Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger une épreuve du concours Minepon qui a été donnée dans la filière PC en 2006 et qui concerne l'acoustique, la propagation des ondes dans les fluides. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai déjà corrigé en ligne une épreuve CCP, c'était sur les tuyaux sonores, sur les ondes stationnaires. Là c'est plutôt sur les ondes progressives. Donc comme d'habitude, je t'encourage à télécharger tout d'abord l'énoncé, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Tu l'imprimes, tu le regardes, tu l'étudies, tu essayes d'avancer dans les questions et ensuite on passe ensemble à la correction. Je vais lire les questions mais ça sera assez rapide. Il faut que tu aies l'énoncé avec toi pour pouvoir suivre la correction. À tout de suite. Donc si tu as un petit peu analysé cet énoncé du concours Minepon, aujourd'hui je vais corriger jusqu'à la question 8 inclus. Ça me paraît la partie peut-être la plus intéressante. Donc c'est en fait ce que j'ai donné, ce que je viens de donner à mes élèves en devoir surveiller en PC étoile au lycée Wallon de Valenciennes. Donc tu t'es aperçu que, toujours on fait un petit survol, donc la partie 1.1 c'est onde acoustique dans un tuyau rigide. Donc là voilà, comme très souvent en début d'épreuve, on reprend le cours et on te fait démontrer l'équation de D'Alembert toute simple dans les fluides. Et puis après, donc à partir de la question de la partie 1.2 de la question 5, là ça se corse un peu, puisqu'en fait c'est ça la partie vraiment intéressante, on te fait étudier la propagation des ondes dans un tuyau élastique, c'est-à-dire un tuyau qui peut se déformer, et tu vas voir que le truc vraiment très intéressant, c'est qu'en fait grâce à ça, on peut étudier la propagation du son dans un fluide incompressible, alors que par définition l'acoustique c'est dans des fluides compressibles. Mais ça, c'est grâce en fait à la déformation du tuyau. Donc en particulier, on va voir sur un tuyau de caoutchouc. Donc c'est plutôt pas mal puisque ça modélise, comme le dit le début de l'énoncé, le système artériel et le fait que les ondes sonores peuvent se propager aussi dans des systèmes comme les artères. Donc voilà, c'est parti, on commence le corrigé. Donc première partie. On te rappelle le cadre général de l'acoustique linéaire, donc la définition de la vitesse des particules de fluide sous l'effet de l'onde acoustique. On se situe à une dimension, donc le fait que l'onde est longitudinale. Donc ça, ce n'est pas la vitesse de propagation, bien sûr, mais c'est la vitesse de déplacement des particules de fluide. La pression totale, c'est la pression au repos plus la petite surpression. Donc fais bien comme dans l'énoncé majuscule, minuscule. Donc P petit p très petit devant P0. Et puis la masse volumique, donc c'est ρ0 plus l'écart en masse volumique. Donc c'est sur cette partie-là, bien sûr, qu'on va travailler. Donc dans la première partie, on est avec donc, ces trois variables couplées, donc dans un tuyau rigide. Et donc on te demande, question 1, écrire l'équation de l'air linéarisée, en déduire la première équation différentielle entre la vitesse acoustique U et la surpression P, donc la première équation de couplage. Donc l'équation de l'air, il faut écrire équation de l'air, hein, pas ELR tout seul, mais voilà, on est entre nous. Donc ρ du sur dt, donc la dérivée locale, plus U scalaire grade, donc la dérivée convective de la vitesse. Donc là, on a écrit toute l'accélération de la particule de fluide, donc est égal à moins gradient P plus ρg, l'équivalent volumique des forces de pression qui va être négligé ici. Et donc on explique la linéarisation. Alors si on veut faire bref, on va dire que ça c'est d'ordre 2, puisque c'est en U carré en ordre de grandeur, il y a 2 fois la vitesse. Donc c'est négligé, on linéarise à l'ordre 1. Ρ, eh bien c'est donc on aura ρ0 plus ρ1 du sur dt est égal à moins d de p0 plus petit p sur dx vecteur ux. Donc mets bien des vecteurs unitaires tout le temps, vecteur égale vecteur. Donc on va garder uniquement ici le terme d'ordre 0 parce que donc, ça va nous faire le produit d'un terme d'ordre 0 par un terme d'ordre 1, c'est d'ordre 1. P0, alors non pas que P0 soit négligeable devant P, mais la dérivée est nulle, puisque P0 est uniforme, donc ça nous fait ρ0, on enlève les flèches, on enlève les vecteurs, on projette sur l'axe des x, moins d de P sur petit x. Voilà la première équation de couplage. Équation 2, donc question 2. Écrire l'équation générale de conservation de la masse
et montrer qu'elle se réduit ici en se limitant toujours au premier ordre à l'équation différentielle suivante. Donc l'équation de conservation de la masse, qu'on écrit aussi équation de continuité, donc qui se déduit en faisant un bilan sur une tranche d'épaisseur dx entre x et x plus d exponent dt. Ce n'est pas demandé ici, donc on va donner directement la formule. Donc d sur dt plus divergence de ρ u est égal à 0, ça c'est l'équation générale. Et donc pour montrer la linéarisation, on remplace. Donc ρ0 plus ρ1 sur dt, plus donc ici la divergence u étant selon l'axe des x, donc ça fait d sur dx de ρ0 plus ρ1 fois u. Et on va projeter donc sur l'axe des x. Donc là c'est pareil. ρ0 est une constante, donc sa dérivée par rapport au temps est nulle. Ici, ρ0 fois u, ça va faire un terme d'ordre 1, ρ1 fois u un terme d'ordre 2. Et donc, on obtient bien l'équation qu'on nous demandait, donc l'équation 2, donc d ρ1 sur dt plus ρ0 du sur dx est égal à 0. Donc ça, c'est la question 2. Alors, question 3, on veut te faire démontrer l'équation de d'Alembert sur la surpression et sur la vitesse. Donc, montrer que la surpression et la vitesse obéissent à une équation de type d'Alembert, en déduire l'expression de la célérité c de l'onde sonore. Donc, il faut bien sûr à tout prix que tu connaisses la forme mathématique de l'équation de d'Alembert. Alors, on a trois inconnus qui sont couplés, trois fonctions, c'est u, petit p, petit ρ1. On a deux équations de couplage, il en faut bien sûr une troisième, et c'est au travers du coefficient de compressibilité isentropique. Donc là, l'énoncé te donne la définition. Ben, on ne va pas s'en priver. Donc, tu peux rajouter un petit commentaire bonus là. Hein, tu peux dire, voilà, les particules de fluide subissent des transformations adiabatiques et réversibles. Donc, le comportement thermodynamique du fluide est caractérisé par ce coefficient isentropique. Donc, qui est environ égal à 1 sur ρ0, donc petit ρ1 sur petit p, donc ce taux d'accroissement, on l'assimile donc aux petits écarts, ce qui nous donne la relation qui1, ρ1 est égal à qui est ρ0 fois petit p, donc c'est la troisième équation qui nous manquait pour démontrer l'équation de d'Alembert. Donc on va démontrer l'équation de d'Alembert pour la surpression. Alors, on a un petit peu l'embarras du choix. On va dériver par exemple l'équation de l'air par x. Ça nous fera intervenir de la dérivée seconde par rapport à x, qui est un élément de d'Alembert. Donc on va dire d de 1 sur dx implique donc ρ0 d sur dx de du sur dt est égal à moins d de p sur dx carré. On pourrait permuter ici les dérivations pour utiliser l'équation 2. Donc ça va nous donner ρ0 d sur dt de du sur dx. Mais du sur dx, c'est donc moins 1 sur ρ0 d de ρ1 sur dt. Donc j'ai utilisé l'équation 2 et le théorème de Schwartz. Et ensuite, donc, on peut exprimer ρ1 en fonction de petit p. Donc là, on voit qu'on a les ρ0 qui se simplifient. Moins, moins, ça fait plus. Et donc, on obtiendra, en remplaçant, donc, qui est ρ0 d de petit p sur dt2 est égal à d de petit p sur dx carré, donc qui est bien de la forme d'Alembertien de p égale 0. Et donc, on peut identifier par analyse dimensionnelle c carré. Donc ici, on a dimension d'une pression sur x au carré, dimension de la pression sur un temps au carré. Donc forcément, ça c'est homogène à l'inverse de la célérité au carré pour que ces deux termes soient de même dimension. Et donc on obtient par analyse dimensionnelle l'expression de
la vitesse de la célérité de l'onde sonore. Donc encore une fois, ne pas confondre avec la vitesse de déplacement des tranches de fluide qui sont petit u de x et de t. Ces deux vitesses, bien sûr, sont collinéaires, toutes les deux à l'axe des x. Alors, calculer la valeur de C pour l'eau de mer. Donc, on sait que souvent, on nous le demande de le calculer dans un gaz, environ 340 mètres par seconde, mais là, c'est dans l'eau de mer. Donc, le coefficient de compressibilité est bien sûr beaucoup plus petit, de l'ordre 10-10 pascal moins 1, alors que dans un gaz, c'est plutôt 10-5 pascal moins 1. Mais la masse volumique est plus grande. Alors, ces deux effets vont un petit peu se contrebalancer. Et donc, on obtient donc une célérité 1 sur racine de qui s rho 0. On sait que dans les liquides, c'est de l'ordre de 1500 mètres par seconde. Alors, on va donc regarder l'application numérique. Et on trouve 1353 mètres par seconde. Surtout, ne néglige pas les applications numériques. Et puis, tu peux faire un petit commentaire là aussi en disant que c'est une valeur à laquelle tu t'attendais. Alors, les choses un peu plus sérieuses commencent avec la question 4. Là, je suis en train de corriger les copies de mes élèves. Et elle a moyennement du succès, celle-là, la question 4. Elle est assez intéressante. Donc, soit un tuyau dans lequel se propage une onde acoustique. Alors, il faut bien lire l'énoncé. Voilà, certains de mes étudiants, ils n'ont pas bien lu l'énoncé, c'est pour ça qu'ils n'ont pas su répondre. Une onde acoustique progressive monochromatique de longueur d'onde lambda dans le sens des x croissants. La célérité de l'onde acoustique est C, la surpression associée est notée, donc PE. Donc là, l'énoncé donnait une forme mathématique d'onde plane progressive, mais pas forcément harmonique. Donc c'était à l'étudiant, et c'est ça que très peu ont fait, c'est de remplacer en fait ça par une fonction sinusoïdale qui se propage dans le sens des x croissants, puisque l'énoncé disait bien que c'était monochromatique. Donc j'ai mis une amplitude P max cosinus oméga t moins kx. Et on suppose qu'au point x égale 0, une certaine partie de l'onde est réémise en direction des x négatifs, et que donc on a une onde réfléchie qui se met sous la forme g de t. Évidemment, elle se propage dans le sens des x décroissant, donc t plus x sur c. Et au point x égale 0, on a un coefficient de réflexion. Alors, évidemment, il fallait aller plus loin dans l'expression mathématique. Donc, on va l'écrire petit r, pm, cosinus de oméga. Et puis, on va changer le signe parce que le sens de propagation a changé. Et là, on voit bien qu'en x égale 0, donc le terme en moins kx plus kx s'annule. Et on voit bien que le quotient des pressions, ça fait bien petit r. Donc, petit r, c'est le coefficient traditionnel de réflexion en amplitude. Alors là, on est vraiment dans un cas classique. On a une onde qui se réfléchit à une interface, donc en x égale 0, une onde incidente, PE, qui donne naissance à une onde réfléchie et probablement à une onde transmise. Mais le coefficient de réflexion n'est pas forcément égal à plus ou moins 1. Ce sera après qu'on va nous le demander. Alors il faut que, voilà, généralement, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Dans la zone 1, superposition de l'onde incidente de l'onde réfléchie, mais l'onde réfléchie n'est pas de même amplitude que l'onde incidente. Et donc on a ce qu'on appelle un taux d'onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui va être partiellement stationnaire et partiellement progressive. Et ça, il faut que tu saches à tout prix comment écrire ça. Alors il y a une petite astuce au niveau de l'écriture de l'onde partiellement progressive et partiellement stationnaire. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, l'onde totale P de x et de t, c'est la somme de l'onde incidente plus l'onde réfléchie. On va travailler avec un coefficient R quelconque compris entre 0 et 1. Donc on aura Pm cosinus oméga t moins kx plus R Pm cosinus oméga t plus kx. Alors, bien sûr, ce qui est embêtant, c'est de ne pas pouvoir mettre en facteur l'amplitude ici et de faire ce qu'on fait très souvent dans le passage des ondes stationnaires, des ondes progressives aux ondes stationnaires, c'est-à-dire de transformer la somme en un produit. Alors, quelle est l'astuce? C'est de dire qu'en fait, Pm, c'est RPM plus 1 moins RPM. Et de cette manière-là, on va faire apparaître ce qu'on appelle la partie progressive de l'onde. Voilà, c'est ce qu'on ne pourra pas mettre en facteur.
Et par contre, voilà, on va pouvoir mettre en facteur RPM et transformer cette somme en un produit et donc faire apparaître la partie stationnaire de l'onde. Donc ça, c'est la partie progressive de l'onde, donc qui se propage dans le sens des x croissants. Et puis la partie stationnaire, donc cos P plus cos Q, 2 cos P plus Q sur 2, donc les x disparaissent, donc ça va faire cos oméga t, cos P moins Q sur 2, donc cosinus kx. Donc là, on voit bien que c'est la partie stationnaire. Donc cette onde n'est ni totalement stationnaire, ni totalement progressive, elle est un peu des deux. Mais disons que les ventres et les nœuds de la partie stationnaire de l'onde, eh bien ça va être les ventres et les nœuds de... ça ne va pas être des vrais nœuds parce qu'il y aura toujours la partie progressive qui, elle, va se propager. Mais en tout cas, on pourra quand même caractériser les ventres et les nœuds de pression au niveau ici de la partie stationnaire. Donc on sait que ça se passe au niveau de la partie spatiale, donc c'est le cos kx qui, par exemple, s'il s'annule quel que soit t, c'est lui qui va nous donner la position des nœuds, et quand il est maximum ou minimum qui vaut plus ou moins 1, ça va nous donner la position des ventres. Donc on aura en particulier les ventres, donc cos kx est égal à plus ou moins 1, donc on fait un petit cercle trigo, et donc on aura kx est égal à npi, donc 2pi sur lambda x est égal à npi, x est égal à n lambda sur 2. Donc voilà, pour ce qui concerne les ventres de pression, donc ils sont tous écartés, comme quand l'onde est totalement stationnaire, que le coefficient vaut par exemple plus 1, eh bien à ce moment-là, on n'a qu'une onde stationnaire. Alors justement, c'est ce qu'on va voir après, parce qu'on nous demande expliciter ces valeurs dans les cas où R vaut plus 1 ou R vaut moins 1. Là, on va avoir un système d'onde stationnaire, puisque l'onde réfléchie l'est avec une amplitude qui est identique. Alors, il peut y avoir un changement de signe si R vaut moins 1. Donc, si R vaut plus 1, eh bien, on ne va pas refaire de calcul. Tout est déjà là. Donc, on aura R égale 1. Ce terme-là s'annule. Donc, P de X et de T vaudra 2P. Donc 2pm cosinus oméga t cosinus kx. Et là, comme l'onde est parfaitement stationnaire, et donc les ventres, c'est ceux qu'on vient de calculer au-dessus, c'est les xn est égal à n lambda sur 2. Et donc, on pourrait presque faire un petit dessin. Donc en x égale à 0, on a un ventre de l'onde stationnaire. Voilà. Et donc, on est sur un ventre en x égale 0. Et donc, entre deux nœuds, entre deux ventres, on a lambda sur 2. Alors, si R vaut moins 1, le mieux, c'est peut-être de repartir ici du calcul de la somme des deux. Ça va se transformer un peu différemment parce qu'en x égale 0, on ne peut pas... En x égale 0, on aura un nœud de pression. Donc, R est égal à moins 1. Donc, on repart d'ici. Donc, P de X et de T est égal à Pm que je mets en facteur. Donc, cosinus oméga T moins Kx moins cosinus oméga T plus Kx. Alors, cos P moins cos Q, ça fait moins 2 sinus P plus Q sur 2. Donc, sinus oméga T, sinus P moins Q sur 2. Donc, on a le moins et on a le moins devant. Donc, sinus de Kx. Et donc là, les ventres. Donc là, en x égale 0, on aura un nœud cette fois-ci. Hein. Donc voilà, c'est les conditions limites. Comme l'onde se réfléchit avec un coefficient égal à moins 1, elle annule l'onde incidente. Donc en x égale 0, on a cette fois-ci un nœud de pression. Mais les ventres, donc, ils vont être ici. Donc, c'est quand sinus Kx, les ventres, vaut plus ou moins 1. Donc, Kx est égal à pi sur 2 plus npi. Donc, ils vont être décalés de lambda sur 4 par rapport à la situation précédente. Donc, xn est égal à lambda sur 4 en remplaçant k par 2 pi sur lambda plus n fois lambda sur 2. Voilà. Question pas compliquée, mais bon, par expérience, là, je suis en train de corriger les copies. Ça n'a pas énormément de succès. Alors,
Question 1-2, donc là on rentre vraiment dans l'originalité un peu de ce sujet. Alors il y a des choses un peu qui sont en commun avec l'épreuve CCP que j'ai déjà corrigée, qui était sur un tuyau de section variable. Alors là aussi la section est variable, mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que dans le sujet CCP, en fait la section dépend de X, mais pas du temps. Or ici, là c'est encore plus subtil parce qu'en fait la déformation du tuyau va suivre l'onde, donc il déforme sur son passage la paroi, donc c'est encore, je dirais, plus intéressant que le tuyau à section variable de l'épreuve CCP que je t'encourage à aller regarder. Donc 1-2, onde acoustique dans un tuyau élastique. On va rajouter une quatrième variable donc, à ce problème, c'est la section du tuyau avec ce coefficient de distensibilité donc, qui caractérise l'aptitude des parois du tuyau à se déformer sous l'effet de l'onde acoustique. Donc c'est un peu comme un coefficient de compressibilité, mais cela concerne la paroi. Donc la paroi va varier d'une petite valeur dA sous l'effet de la surpression, donc autour d'une valeur au repos A0. Donc ça c'est homogène aussi à l'inverse d'une pression, on le voit. Donc c'est homogène à un coefficient de compressibilité, ça a la même dimension que Qies. Alors, donc on suppose que la variation de l'air du tuyau est suffisamment faible pour conserver les hypothèses de linéarité de la question précédente. De plus, on suppose qu'en tout point, la dérivée temporelle du rayon est beaucoup plus petite que la vitesse acoustique U de t calculée dans le cas d'un tuyau rigide. L'air du tuyau à l'équilibre sera noté A0. Donc on pourrait dire qu'on aurait un A de x et de t égale à A0 plus un petit a, pourquoi pas, une petite r de x et de t, donc on se retrouve avec 4 variables, ρ1, petit p, petit u et petit a de x et de t, toutes couplées entre elles, mais on a une équation supplémentaire, c'est celle-là. Alors tiens, on pourrait tout de suite linéariser, et ça devrait être en A0, donc petit a de x et de t sur petit p de x et de t, ça se linéarise comme on a linéarisé le coefficient Qies. 5. Montrer que l'équation de conservation de la masse permet d'écrire la relation, etc., etc. Alors, intéressante cette question 5. Là aussi, ça reprend un petit peu les mêmes raisonnements que ce qu'on a fait sur établir les bilans de masse et aussi sur l'épreuve CCP. Donc, on travaille entre x et x plus dx et t plus dt. Donc, on fait un bilan de masse sur un système ouvert. Donc, ça, il faut que tu l'écrives en toutes lettres sur ta copie. Donc on va calculer, parce qu'il y a de la masse qui rentre et de la masse qui sort à cause de la propagation de l'onde acoustique, on va calculer de deux façons différentes, par un bilan temporel et un bilan spatial, de deux façons différentes, la variation de la masse dans ce petit volume, donc d taux. Alors qu'est-ce que ça va être que d taux? Donc on est en A de x et t, donc attention, l'air ici est susceptible de varier non seulement en fonction de x, mais aussi en fonction du temps sous l'effet de l'onde acoustique. Donc A de x et de t fois dx. Donc on travaille là-dedans, c'est notre surface de contrôle fixe. Et on regarde donc la variation de la masse contenue dans ce volume de contrôle. Alors, bilan temporel. Donc là, on voit que c'est beaucoup moins guidé que l'épreuve CCP qu'on a corrigée ensemble, parce que dans l'épreuve CCP, tout était détaillé par des petites questions. Là, c'est une question assez brutale, mais c'est mine-pont, c'est normal. Donc, bilan temporel. Donc, la première façon de calculer la variation de la masse dans le volume des taux pendant dt, c'est de dire à t plus dt, donc j'aurai dans ce petit volume ρ de x, t plus dt, a de x, t plus dt fois dx. Donc, j'ai multiplié la masse volumique par le volume. Alors, tu remarques que j'ai bien précisé AT plus DT, mais je n'ai pas précisé en X ou en X plus DX. Pourquoi? Parce que j'ai un DX à l'extérieur. Ça aussi, je l'explique dans la vidéo sur CCP, l'épreuve CCP. Pourquoi à l'ordre le plus bas, il faut tenir compte des variations dans le temps, mais pas en X, c'est parce qu'on a un DX à l'extérieur. Tu peux aller voir. Donc, ρ ADX moins ce qu'on avait à l'instant T dans ce même volume. Donc là, il faut faire attention parce que l'air aussi peut dépendre du temps. Et, comme je le dis très souvent à mes étudiants, on reste groupir.
c'est-à-dire qu'on considère la fonction produit ρ fois A, dont on a la valeur en t plus dt moins la valeur en t. Donc ça fait d sur dt du produit ρ xt a de x et de t fois dt fois dx. Donc ça, c'est le bilan temporel. Le bilan spatial maintenant, si ce truc-là a varié, c'est parce qu'il est rentré du fluide qui est compté positivement et qu'il est sorti du fluide qui est compté négativement. Donc, même raisonnement qu'en diffusion de particules ou un peu aussi en diffusion thermique. Bien qu'en diffusion thermique, on travaille sur des systèmes fermés, il n'y a pas d'échange de matière. Mais à ce moment-là, c'est le transfert thermique qui s'exprime un peu de la même façon. Donc, la masse entrante comptée positivement, la masse sortante comptée négativement. Donc là, on va utiliser le flux du vecteur ρv, donc le débit massique. On rappelle le débit massique. Donc c'est le flux du vecteur ρu à travers la section. Donc le flux entrant, la masse entrante pendant dt, c'est le débit en x fois dt. Donc ça va faire ρ de xt a de xt fois dt moins la même chose en x plus dx fois dt. Et il faut multiplier bien sûr par la vitesse uxt et ux plus dx t, donc fois dt. Alors là aussi, on reste groupir. On reconnaît la variation par rapport à x, donc de la fonction ρ a fois u. Donc ça fait moins d sur dx du produit ρ a u fois dx fois dt. Et donc on en déduit l'équation de la question 5. Donc voilà, que l'on va linéariser. Alors pour la linéariser, donc on va écrire donc d sur dx de ρ de x, donc c'est ρ0 plus ρ1, donc a0 plus petit a, petit u donc de xt. Bon, j'écris pas que ρ1 dépend de xt, petit a dépend de xt pour alléger un peu. Donc plus d sur dt, il faut expliquer la linéarisation. ρ0 plus ρ1, donc fois a, donc c'est a0 plus petit a, égale 0. Alors là, je trouve que l'énoncé est un peu bizarre parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de la linéarisation. Donc là, on pourrait l'améliorer un peu l'énoncé parce qu'on a la partie gauche de l'équation là qui est linéarisée, mais pas la partie droite. Alors c'est un peu bizarre. Mais enfin bon, on va faire comme on nous dit. Donc u étant d'ordre 1, donc quand on développe, on va garder que les termes d'ordre 0. Donc on a ρ0 à 0 qu'on peut sortir de la dérivée. Donc d sur dx de u de x et de t plus. Et donc c'est là que c'est un peu bizarre parce qu'on nous demande de laisser grouper le produit ρa. Bon, ben moi je vais quand même aller plus loin. Donc en fait, là on aura deux termes d'ordre 0 mais qui sont constants. C'est nul quand on dérive. Un produit d'un terme d'ordre 0 par un terme d'ordre 1. Et puis après les deux termes d'ordre 1, ça fait un terme d'ordre 2. Donc on aura ρ0 d de petit a sur dt, qui est aussi d de grand A sur dt, plus a0 d de ρ1 sur dt. Voilà, je préfère l'écrire comme ça, on améliore l'énoncé au passage. Donc, toujours dans la question 5. Alors, en déduire la relation, donc une relation de couplage qui ressemble fortement à l'équation de l'air, sauf que non pas l'équation de l'air, mais donc cette relation donc entre dp sur dt, du sur dx. Donc on a le coefficient ici de distensibilité, 1 sur a0 petit a sur petit p. Alors qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On pourrait le remplacer, parce que du du sur dx, on en a là.
on pourrait le remplacer là-dedans. Donc ça, je vais appeler ça l'équation 4. Donc l'équation 4 nous dit que petit a est proportionnel à petit p. Hein. C'est A0 ds petit p. Donc on remplace là-dedans, donc ça nous fait ρ0 A0 du sur dx plus donc ρ0 A0 ds d de petit p sur dt plus, et puis on aimerait que du dp sur dt. Alors là, on pourrait réutiliser le coefficient qui est, parce que le coefficient qui est, il n'est pas affecté par l'existence du fait que la surface va changer. Donc qui est, c'était 1 sur ρ0, petit ρ sur petit p. Donc c'était ρ1, donc ça fait ρ1, donc ça fait qui est ρ0 A0 d de p1 d de petit p sur dt égale 0. Donc on peut simplifier partout par ρ0 A0 et on tombe sur l'équation qu'on nous demandait. Donc du sur dx plus qui est plus ds dp sur dt égale 0. Alors, voilà, donc c'était la question 5. Alors, question 6. Montrer que la surpression P de x et de t et la vitesse acoustique U de x et de t. Tiens, d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai dû oublier tout à l'heure de démontrer l'équation de D'Alembert pour la vitesse. Alors, si vous êtes très pressé, qu'est-ce que vous dites? Le système complet est un système linéaire dans la première partie. Donc, comme U et P sont liés entre eux par des relations linéaires au sens d'équations différentielles à coefficient constant, donc petit p et petit u vont obligatoirement vérifier la même équation. Ça, c'est quand on est vraiment pressé. Est-ce qu'on aura tous les points avec ça? C'est pas tout à fait sûr. Hein, mais bon, voilà, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Alors, ici, donc qu'est-ce qu'on se retrouve avec quoi comme équation? Donc là, on a utilisé l'équation qui définit la distensibilité, la compressibilité. Donc on a cette équation-là qui traduit donc la conservation de la masse couplée à ces deux autres. Donc évidemment, il nous reste à ça donc l'équation de l'air qui n'est pas modifiée. Hein. Donc ρ0 du sur dt est égal à moins dp sur dx. Alors ces deux équations sont vraiment faciles à découpler. Voilà, c'est comme le système précédent en remplaçant qui est par qui est plus ds. Donc voilà, si tu es très pressé le jour du concours et que tu vois que tu avances très très vite parce que cette épreuve elle dure que 3 heures et à Mine-Pont il faut cavaler, tu peux y aller comme ça et crois-moi que même si tu n'as pas tous les points, tu les auras presque tous dans une copie de qualité. Donc, on va dire que ça, c'est-à-dire que l'équation c'est la même que tout à l'heure en remplaçant qui est par qui est plus ds. Et donc on obtient d2p sur dx2 moins 1 sur ρ0 qui est plus ds d2p sur dt2 égale 0. Et puis la même chose, hein, donc on aura une nouvelle célérité aussi pour u. Donc d'Alembertien de u égale 0, mais la célérité va changer. Alors, est-ce qu'il y a une notation pour la nouvelle célérité? Non. Donc, on va en introduire une. On va peut-être l'appeler C. On continue de l'appeler C. 1 sur racine donc de ρ0. Donc, qui est plus ds. En plus, en termes d'homogénéité, on avait remarqué que ds était bien homogène à qui est. Donc, on est rassuré du point de vue de l'homogénéité. Donc, question 6. En comparant avec le résultat de la question 3, discuter des effets de la distensibilité d'un tuyau sur la propagation acoustique. Alors, deux cas. Si la distensibilité est très petite devant la compressibilité. Donc dans un tuyau qui serait plutôt rigide et un fluide plutôt compressible. Hein, bon, voilà, c'est très qualitatif. À ce moment-là, on a C qui sera très peu différente de la célérité qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le tuyau se déforme.
ne jouera pratiquement aucun rôle. Au contraire, si le tuyau est très déformable et que le fluide est très peu compressible, dans ce cas-là, eh bien, on aura une nouvelle expression de la célérité qui fera intervenir uniquement, pratiquement, le terme qui dominera, ce sera la distensibilité. Alors c'est là la question intéressante. En particulier, ce modèle permet-il d'aborder la propagation dans les fluides incompressibles? Alors c'est presque paradoxal comme question parce que on sait que si on était parti en tout début de raisonnement d'un fluide incompressible, parler de la propagation des ondes sonores dans un fluide incompressible, c'est presque un non-sens puisque c'est vraiment l'exemple typique, l'exemple canonique d'écoulement compressible, de propagation dans un milieu compressible. Et pourtant, on se rend compte, après avoir fait tous les calculs supposés dès le départ que le fluide était compressible, avec un coefficient qui n'est pas nul, que, arrivé au bout du chemin, eh bien, on pourrait étudier la propagation du son dans un fluide incompressible. Mais attention, évidemment, à ce moment-là, il faut que ce soit le tuyau qui puisse se déformer. Et donc, effectivement, quand on fait qui est égale 0, eh bien, on peut garder ce terme-là. Donc, la réponse est oui. Et c'est ça qui est tout à fait joli dans cet énoncé. Allez, on est presque au bout de ce que je veux faire avec vous. Donc, 7. On cherche à exprimer la distensibilité du tuyau en fonction de ses caractéristiques mécaniques et géométriques. On suppose que le tuyau est un cylindre creux, etc., etc. Et donc, on nous donne un coefficient de distensibilité, ds, donc qui dépend des caractéristiques, en particulier qui fait intervenir le module Young. Alors, on sait que le module Young, c'est un peu une raideur macroscopique, donc on n'est pas tellement étonné de le trouver au dénominateur de cette expression, le module Young, puisque plus le tuyau sera rigide, plus la distensibilité sera faible, et plus le tuyau sera mou, plus le module Young sera faible, et donc plus la distensibilité sera grande. Alors là, c'est vraiment très très simple. Il suffit de réinjecter ça là-dedans pour trouver l'expression C carré est égal à EH sur A0, ρ0. Donc là, c'est presque pour le candidat qui fait ça, pour lui, ça le rassure parce que voilà, il voit que tout est cohérent. Il se dit, ok, je suis sur la bonne piste et tout va bien. Petit 8. Donc pour un tube en acier, le module Young vaut E est égal à 10 puissance 11 pascal. Voilà, l'acier, c'est un matériau très peu élastique. Alors que pour le caoutchouc, 10 puissance 6 pascal. Donc calculer les distensibilités pour un tube en acier et un autre en caoutchouc, donc de rayon 1 cm et d'épaisseur 2 mm. Donc attention à tout mettre bien dans le système international. Donc on aura ds acier égale donc à A0. Donc A0, c'était le rayon intérieur. Donc 10 moins 2 sur donc le module Young 10 puissance 11 et d'épaisseur 2 mm. Donc 2 10 moins 3, donc ça va faire 0,5, 10 moins 10, pascal moins 1. Et donc ds pour le caoutchouc. Donc il n'y a que le module Young qui change. Donc 10 moins 2 sur 10 puissance 6 sur 2, 10 moins 3. Donc ça fera 0,5. 10 puissance moins 5 pascal moins 1. Donc attention à bien donner des unités. Si tu es désespéré, tu mets SI, mais tu ne mets pas rien, comme j'ai vu certains là sur les copies que je suis en train de corriger. Parce que sinon c'est 0, tout simplement, il n'y a pas d'unité et ds a bien une unité. Alors grâce à ça, on peut calculer la célérité des ondes. Dans les deux cas, quand le tube est rempli par de l'eau de mer, donc qui est quand même un liquide très peu compressible, et comparé à la célérité obtenue à la question 3, on devine un peu ce qui va se passer parce que l'acier est
avec un coefficient DS qui est très petit alors que le caoutchouc est beaucoup plus déformable. Alors, est-ce qu'on va pouvoir négliger la distensibilité de l'acier, ce qu'on fait d'habitude hein, dans un tuyau de ce genre? Il faut faire l'application numérique en tenant compte du coefficient de distensibilité. Alors, voilà ce qu'on trouve. Donc, la vitesse dans l'acier, la vitesse dans la célérité dans le caoutchouc. Donc, petite panne de batterie de caméra. Donc, on trouve pour la vitesse de propagation dans l'acier 1293 mètres par seconde. Donc, ça conforte ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la distensibilité était négligeable. On retrouve pratiquement la même valeur que tout à l'heure quand on l'avait négligée. Et par contre, dans le caoutchouc, au contraire, c'est bien cette distensibilité qui domine. Et on trouve une vitesse de propagation qui a été rabaissée énormément par le fait que le tuyau était déformable, puisque de manière générale, on voit que la vitesse de propagation est plus petite hein, que dans un fluide, dans un tuyau rigide. Voilà, donc j'espère que cette épreuve t'a été instructive. Donc il y a toutes les techniques classiques de l'acoustique qui sont résumées ici. Et voilà, donc c'est des choses, il faut essayer d'être rapide et efficace sur des épreuves comme ça, parce que c'est que des épreuves de 3 heures. Voilà, bon courage à toi.